Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan lecture, mon bilan lecture du mois de novembre. Je vous préviens tout de suite que la semaine prochaine ce sera probablement un book haul parce que je fête aujourd'hui mon anniversaire et qu'il y a eu le salon du livre le week-end dernier. J'ai pas mal craqué, donc je vous prépare un bon gros book haul. Je sais que vous adorez ce format, j'adore ce format aussi, donc je suis juste trop contente. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler des livres que j'ai lus en novembre. J'en ai lu un petit peu moins que d'habitude pour mon rythme à moi, mais là, je sens que je vais carburer le mois de décembre. On est le 8 et j'ai déjà lu 5 livres. Donc je me rattrape, mais je me fixe aussi un rythme de lecture assez important puisque comme j'achète beaucoup de livres, il faut aussi que je lise beaucoup, sinon j'accumule trop. Pour ce qui est de mes petites statistiques, j'ai tout noté dans mon carnet comme d'habitude. Mon petit carnet de lecture, celui-ci vient de chez Illumicrate. C'est très pratique parce qu'il permet d'avoir tous les livres que j'ai lus et d'avoir mes statistiques. J'ai donc lu 9 livres, dont un dont je vais pas vous parler parce que c'est un essai que je lis pour un de mes clients dont je fais la communication dans le cadre de mon entreprise. Donc j'ai lu 9 livres, un total de 2886 pages, 7 livres en physique, un en e-book et un en audiobook. Et le genre que j'ai le plus lu, comme d'habitude, c'est la fantasy. Et mes 3 meilleures lectures sont L'Or Olympus, le tome 3, Dowry of Blood et One Dark Window, dont je vais vous parler du coup directement. J'ai aussi eu un DNF ce mois-ci, une DNF, bref, une lecture que j'ai abandonnée. C'est celui-ci, on va commencer directement avec ça. C'est Noël Royal avec le Prince des Relous. C'était la romance de Noël qu'on voulait lire avec mes copines Mathilde et Lauralie. En fait, moi je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer plusieurs fois sur TikTok avec des gens qui disaient « Waouh, c'est la meilleure romance de Noël et tout ». Donc moi je leur ai proposé. Moi qui ne lis jamais de romance de Noël, j'ai tenté de proposer. Très mauvaise idée. Je ne reproposerai plus. Lauralie n'a lu que 2 chapitres, j'ai lu 5 chapitres je crois. Je sais pas si Lauralie a pas lu un tout petit peu plus. Mathilde a continué jusqu'au chapitre 11 avant de faire une syncope et pourtant Mathilde est bon public en termes de romance de Noël. Donc si même Mathilde n'accroche pas, c'est vraiment que ça va pas le faire. Donc moi j'ai dit NF aussi parce que on a l'impression que les personnages ont 3 ans et demi en termes d'humour. C'est-à-dire que c'est des trucs genre... le mec, il aime pas Noël et donc du coup il veut empêcher la décoratrice de Noël qui a pour mission en fait de redécorer tout le château pour la période de Noël. Comme il aime pas Noël, il va rendre son séjour horrible et c'est vraiment des blagues en mode pipi caca, je vais jeter des préservatifs à côté de toi pour te faire partir. Voilà, pour vous donner un peu le niveau du livre. Donc du coup ça n'a pas fait pour nous 3 et on va essayer de trouver une autre romance de Noël qui nous plaira peut-être un peu plus parce que pour l'instant je ne suis toujours pas... adepte des romances de Noël. Après, on passe à une de mes meilleures lectures du mois, donc le tome 3 de L'Or Olympus, qui est une véritable pépite. C'est mon tome préféré. Vraiment, je l'ai trouvé hyper drôle, vraiment. Alors encore une fois, il continue d'aborder les problématiques qu'on suit depuis les premiers tomes, qui sont des problématiques assez compliquées, et je trouve que c'est très bien abordé. Il y a un côté psychologie et aborder des sujets très dur d'une bonne manière, c'est fait d'une manière très juste je trouve, tout en ayant une super touche d'humour qui est vraiment très très bien, même si honnêtement Hades me tape un petit peu sur le système dans ce tome. J'aime toujours autant quand même leur relation et vraiment j'ai trouvé l'humour très 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 bien dans celui-ci. Donc encore un sans faute pour cette saga, bien évidemment j'ai mis 5 étoiles. Ensuite je me suis lancée dans la... Alors ils disent que c'est une bande dessinée, mais pour moi ça se présente carrément comme un manga, sauf que ça se lit dans le sens classique d'un roman, mais pour moi c'est plus un manga qu'une bande dessinée. Mais bref, Pocket Jeunesse dit que c'est la bande dessinée de Mortal Instruments, donc dans la saga globale de Cassandra Clare. Ça c'est la saga principale, celle qui a été adaptée, mais il y a plein de sagas, de sous-sagas qui sont sur les générations qui précèdent Clary et Jace. Moi j'avais lu certains livres des générations qui précèdent, mais j'ai jamais lu la saga principale, donc j'étais contente de me plonger là-dedans. J'ai beaucoup aimé ce tome 1, même si j'étais un peu choquée de savoir qu'elle a 15 ans et que lui, il lui propose des trucs un peu chelous à proposer à une meuf de 15 ans quand même. Mais à part ça, je trouve l'histoire très très bien et j'ai beaucoup aimé le format manga comme ça, j'ai accroché avec les dessins et tout. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé la représentation de Izzy, je la trouve super jolie dans le graphique. Je crois que j'ai mis 4 étoiles, je revérifie. C'est ça, j'ai mis 4 étoiles du coup à ce tome 1. Ensuite, j'ai aussi lu A Dowry of Blood de S.T. Gibson, qui est un livre que je voulais lire depuis très 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 longtemps, puisqu'à la base, si je dis pas de bêtises, c'est un auto-édité et qui vient d'être réédité. C'est pour ça qu'il est mis dans les box livresses qui normalement n'ont que des nouvelles parutions, mais comme il est réédité, ils peuvent. Et j'ai beaucoup aimé, c'est un format épistolaire où on suit Constanta. On se doute en fait que l'autre personnage masculin, le protagoniste masculin, c'est Dracula, même s'il n'est jamais nommé en tant que tel. On sait que bon voilà, c'est un vampire qui existe depuis des milliers d'années. Et Constanta, un jour, elle voit toute sa famille se faire massacrer pendant la guerre, si je dis pas de bêtises, et elle est
au bord de la mort, mais elle a qu'une seule envie, c'est de se venger, elle ne veut pas mourir. Et donc elle va être transformée en vampire par le comte Dracula. Et on va suivre les péripéties pendant des années avec les autres concubines qui arrivent, concubines et concubins. Et c'est surtout un livre, c'est pas vraiment centré sur les vampires en tant que tel, c'est plus centré sur la relation toxique et l'emprise qu'a Dracula sur Constanta, et ça nous plonge dans les relations toxiques et comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un et le haïr en même temps. Et donc dans le livre, tout le concept c'est que c'est sous format épistolaire dans le sens où elle adresse des lettres à Dracula. Et dès le début, dans les premières pages, elle nous dit qu'elle l'a tué. Voilà. Et donc tout le livre, les lettres, ça explique comment elle en est venue à l'assassiner. Et c'était vraiment cool. Même si j'aime le smut, là j'ai trouvé que c'était un peu trop. Elles n'avaient pas grand intérêt à être là. Et donc au bout d'un moment, j'ai saturé un petit peu. Parce que bon, quelques-unes oui, que ce soit tout le livre, surtout quand ça n'a pas vraiment de rapport, bon. Mais ça m'a pas empêché vraiment d'adorer le livre. Je crois que j'ai mis 4,5 sur 5 et j'ai trop envie de lire d'autres livres de cet auteur. Ensuite, on change de registre complètement puisque j'ai lu le tome 3 de la BD Le Grimoire d'Elphie, qui est vraiment une BD beaucoup trop mignonne sur 3 sœurs qui maintenant vivent un peu de manière nomade puisqu'elles habitent dans un bus librairie, et on y suit le personnage d'Elphie, donc une des sœurs qui est la plus jeune il me semble, et qui a des pouvoirs magiques. C'est une sorcière si je dis pas de bêtises, comme l'était sa mère, et donc elle a hérité de ses pouvoirs et elle essaye de les découvrir, de les appréhender un petit peu plus au fur et à mesure des tomes. Et j'ai bien aimé ce tome-ci, mais je dois avouer que c'est pas mon préféré. Vraiment, c'est des 3 celui que j'ai un peu le moins aimé. Il est bien, il se lit vite, mais j'ai préféré quand même les 2 premiers, même si l'ambiance de Noël était vraiment sympa à cette période. Après, une autre de mes lectures favorites de ce mois-ci, c'est One Dark Window de Rachel Gillig, qui vraiment était une lecture que j'ai particulièrement appréciée. Le seul truc qui m'a dérangée, c'est que le livre se termine sur un très gros plot twist. Et j'aime pas parce que c'est des nouvelles sorties et donc je sais que je vais devoir attendre 1 ou 2 ans avant d'avoir la suite, et je préfère quand le livre se termine sur un petit plot twist mais que la plus grosse partie de l'intrigue est résolue, même si ça laisse une piste pour la suite, plutôt que vraiment nous laisser sur un énorme cliffhanger et ensuite t'attends 2 ans avant d'avoir la suite. Je suis frustrée en fait de ça parce que je suis quelqu'un de très curieuse, et donc là ma frustration de savoir que je vais devoir attendre 2 ans avant de savoir ce qui se passe, ça m'énerve. Mais j'ai quand même passé un super moment de lecture. En plus, on a une magie qui est hyper intéressante, le système de magie, puisque ça fonctionne sous forme de cartes de tarot, de cartes de la Providence, qui offre à chaque personne qui les possède un pouvoir en particulier. Mais il y a toujours un revers par exemple, si vous avez la carte, j'espère que je dis pas de bêtises, je me souviens plus très bien, mais si vous avez la carte qui permet de voir les morts, eh bien vous allez probablement mourir jeune. Si vous avez la carte qui vous rend incroyablement belle, eh bien ça va noircir votre cœur. Que des choses comme ça, où il y a toujours un revers de bâton. Mais c'était vraiment une super lecture. Je relis un petit peu le résumé pour rien vous spoiler, mais on y suit le personnage de Elspeth Spindle. Et en fait, dans cet univers-là, il y a une maladie qui court, qui, quand vous l'attrapez, vous donne des pouvoirs magiques, mais ces pouvoirs magiques viennent avec ensuite une dégénération qui va vous rendre complètement fou. Donc tous les gens qui attrapent cette maladie et qui ensuite développent des pouvoirs magiques sont tués par la couronne. Mais Elspeth, elle l'a attrapée il y a des années, et elle a réussi à ce que personne ne sache que voilà, elle a des pouvoirs magiques. Enfin, son seul pouvoir, c'est qu'elle a une voix dans sa tête, qu'elle appelle The Nightmare. Donc c'est la seule chose qu'on sait qu'elle a. Et pour l'instant, elle n'a pas encore de dégénération. On ne sait pas ce qui va se passer, on sait juste qu'elle a cette voix dans sa tête. Et c'est écrit dans le résumé, le Nightmare la protège, il garde ses secrets, mais rien n'est gratuit, encore moins la magie. Et quand Elspeth rencontre un mystérieux jeune homme sur la route de la forêt, eh bien, elle est jetée, entre guillemets, dans un monde d'ombre et de manipulation. Et ils embarquent ensemble dans une quête pour essayer de débarrasser la ville de cette épidémie qui pousse les citoyens à se faire assassiner et à se débarrasser de cette magie sombre qui semble infecter de plus en plus les citoyens. Et plus les enjeux évoluent et que l'attraction s'intensifie, eh bien Elspeth, elle est forcée de faire face à son plus sombre secret, qui est que petit à petit le Nightmare semble prendre possession complètement de son esprit et qu'elle n'est peut-être pas capable de l'arrêter. Et c'était vraiment trop cool. J'ai eu un gros coup de cœur surtout pour le système de magie. Et je pense que j'aimerais encore plus le tome 2, parce que là j'ai mis 4,5 sur 5. Et je pense qu'il y a moyen que, maintenant que l'univers est bien établi, j'ai un vrai coup de cœur sur la suite. Ensuite, je continue de découvrir les livres de Simon St. James, parce que j'en avais lu un aussi le mois dernier et j'avais beaucoup aimé. C'était The Broken Girls que j'avais lu le mois dernier. Là j'ai lu The Sundown Motel, j'ai un peu moins aimé.
mais j'ai quand même passé un très bon moment de lecture, j'ai trouvé ça un peu moins prenant quand même. Après je l'ai écouté au format livre audio et j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est un livre qui passe encore mieux au format livre audio. Et encore une fois, on est confronté à deux timelines différentes. Les deux timelines se passent à New York, une en 1982 où on y suit Viv Delaney qui veut déménager, elle veut partir vivre à New York et pour essayer de payer en fait son déménagement, elle prend un job dans un motel de nuit. Mais il y a quelque chose qui n'est pas normal avec ce motel, il y a quelque chose qui le hante et quelque chose qui fait très peur. Et la deuxième timeline se passe en 2017 où on y suit Carly Kirk qui n'a jamais été capable de lâcher l'histoire de sa tante, Viv Delaney, donc celle qui vivait en 1982. Elle veut comprendre ce qui s'est passé parce qu'elle a mystérieusement disparu du Sundown juste avant que Carly soit née. Et donc Carly va décider de déménager à Fell, pas très loin du Sundown Motel, et de le visiter. Sauf que, eh bien, on va lui proposer un job. Et donc on va lui proposer un job et elle va se rendre compte que pas grand chose n'a changé depuis 1982. Et elle va rapidement se retrouver emmêlée dans les mêmes mystères qui ont fait disparaître sa tante. Et vraiment très très bien, mais je recommande quand même un peu plus The Broken Girls. Lui, j'ai mis 4 étoiles. Et le dernier livre que j'ai lu au format papier, c'est La Constance du Prédateur de Maxime Chatham, donc son tout dernier, qui continue de suivre des protagonistes qu'on a déjà suivis auparavant. Mais c'est un peu comme Franck Tillier où il faut réussir à suivre l'ordre. Mais je pense pas que ce soit très grave si vous les lisez pas dans l'ordre. Ça peut vous spoiler quelques trucs de la vie des personnages, mais c'est tout, ça vous spoilera pas vraiment trop les intrigues normalement. Et celui-ci, j'ai vraiment aimé, il est très cru, très dark, ça commence direct dans le vif du sujet. Je l'ai lu en lecture commune avec Mathilde qui n'avait jamais lu Maxime Chatham. J'ai entamé le premier chapitre, je me suis dit oulala, j'espère que ça va pas la traumatiser. Finalement, elle a bien aimé aussi. Voilà. Pour vous dire un petit peu le résumé, c'est écrit, ils l'ont surnommé Charon, le passeur des morts. De son mode opératoire, on ignore tout sauf sa signature singulière, une tête d'oiseau. Il n'a jamais été arrêté, jamais identifié malgré le nombre considérable des victimes qu'il a laissées derrière lui, jusqu'à ce que ces crimes ressurgissent du passé, dans les profondeurs d'une mine abandonnée. Et donc on est sur le personnage de Ludivine Venker qui devient un profiler en fait. Elle rejoint le département des sciences du comportement. Et donc on a vraiment ce côté très psychologique qu'on a un peu moins dans les Franck Tillier. Dans les Franck Tillier, on est sur du super plot twist et du gore. Et dans Maxime Chatham, on a vraiment le côté rentré dans la psychologie des tueurs en série, des psychopathes, qui est intéressante, qui peut être très dur à lire, mais qui est hyper intéressante, je trouve, et toujours très bien faite. Malgré ça, j'ai été un peu déçue des plot twists parce que j'ai trouvé que c'était un peu trop tiré par les cheveux et pas assez bien fait pour qu'on se dise que peut-être on aurait pu le voir venir. C'est vraiment dans le sens où vous n'auriez jamais pu le deviner et moi je trouve ça un peu frustrant parce que je préfère qu'on nous donne des indices même s'ils sont minimes mais qu'on n'ait pas l'impression qu'on n'aurait jamais pu le deviner à la fin parce que c'est trop tiré par les cheveux. Je sais pas si on voit ce que je veux dire. Mais voilà, j'adore la psychologie dans les livres de Maxime Chatham, je préfère les rebondissements dans les livres de Franck Tillier, mais les deux font partie de mes auteurs favoris de thriller et j'ai quand même mis 4 étoiles parce que je l'ai juste dévoré. Et on conclut avec le livre que j'ai lu au format e-book qui est A Broken Blade de Melissa Blair. Pareil, c'est un auto-édité qui est en train d'être réédité par des maisons d'édition et lui, je l'ai lu dans le cadre de ma vidéo où j'essaye de trouver un livre avec la même vibe que Throne of Glass et autant vous dire que je suis en train d'en lire 2. Je suis encore en lecture de A Daughter of No Worlds qui pour moi est celui qui se rapproche le plus de Throne of Glass, mais déjà A Broken Blade est un très bon substitut ou plutôt une très bonne suite si vous souhaitez vous replonger dans la même vibe et le personnage de Broken Blade est très similaire à Celaena dans Throne of Glass puisque pour vous donner un petit peu le résumé, ça se passe dans un univers où on a les halflings qui sont mi-humains, mi-elfes, il y a aussi les fae mais les fae sont censés avoir disparu si je me souviens bien. Et les halflings ne sont même pas considérés comme des humains, c'est-à-dire que ce sont des esclaves du royaume et normalement dès qu'il y a des halflings qui naissent, ils doivent être confiés au roi. Et notre personnage principal a été confié au roi dans sa jeunesse et elle a été formée par l'ordre pour devenir l'assassin du roi. Son assassine, sa Blade, ça s'appelle, c'est les Blades. Et donc c'est elle qui est chargée d'exécuter tout le monde pour le roi. Sauf que, un peu comme dans Throne of Glass, on sait que on sait qu'elle est torturée par ce qu'elle fait, vraiment que ça la brise. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire ce qu'il faut faire pour survivre, mais elle a pleinement conscience de ses actes, et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Il n'y a rien qui nous est caché, c'est très brutal, je trouve ça encore plus brutal que les premiers tomes de Throne of Glass, parce qu'on nous montre l'impact de la guerre, l'impact de l'esclavage, tout ce que le personnage principal a vécu. Et notre personnage principal, eh bien, est chargé dans le début du roman d'essayer de retrouver The Shadow, qui est, on va dire, le chef de la résistance
résistance qui essaye de, de faire tomber le roi. Et bien évidemment, le roi va forcer Kira, donc notre personnage principal, à essayer de lui ramener The Shadow, de l'exécuter ou de lui ramener sa tête. Et elle va devoir se retrouver à devoir aller dans les terres magiques des Fae pour essayer de trouver si son ennemi est un Fae, un elfe ou un halfling comme elle. Mais le royaume des fées n'est pas du tout ce qu'il semble être, et elle va se rendre compte que The Shadow n'est peut-être pas l'ennemi. Est-ce que son vrai ennemi est le roi qui s'en prend à son peuple? Est-ce que c'est le prince qui les torture? Ou est-ce que c'est The Shadow, donc l'ombre, qui menace sa place à la cour? Et pendant qu'elle cherche des réponses, Kira se retrouve de plus en plus hantée par une promesse qu'elle a faite il y a des années, la promesse de ne pas seulement se sauver elle-même, mais de sauver tout son peuple, tout son royaume. Et voilà. J'ai mis 4 étoiles parce que j'ai trouvé que ça se lisait très très bien, vraiment il se dévore, c'est une super lecture, la romance est top, tout ce qui va être psychologie, tout ce qui va être réalité autour de la guerre, c'est très bien fait. Après il y a quelques facilités scénaristiques, mais je pense vraiment encore une fois que le tome 2 va être une vraie pépite. J'ai trop hâte qu'il sorte. Il sort en mai il me semble, et je pense qu'il y a moyen que là ce soit vraiment un 5 étoiles. Et voilà qui conclut ma vidéo bilan lecture du mois de novembre. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre meilleure et votre pire lecture du mois de novembre, et si vous avez lu certains des livres que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un book haul normalement. Ciao ciao!